Guérir notre ADN après la chute de l'Atlantide ou le sceau des Templiers. Encore un extrait du livre Voyageur de d'Ashaya Nadine, qui est quand même important pour comprendre la suite que je vous raconterai, c'est-à-dire les deux volumes concernant l'avatar Akhenaton. Mais pour mieux comprendre ce qui va suivre dans les prochaines vidéos, prochains chapitres de cette histoire, c'est important de comprendre ce qui s'est passé à ce moment précis de l'histoire. Les races qui revinrent de la terre intérieure pour rétablir la civilisation de surface après le naufrage des îles Atlantes en 9558 avant Jésus-Christ furent confrontées à de nombreuses difficultés, car la reconstruction de leur culture fut orchestrée par le travail manuel, sans l'utilisation des grands générateurs de cristal et des ankh à haute puissance auxquels elles étaient habituées. Après l'application de la quarantaine terrestre en 9540 avant Jésus-Christ et la mutation génétique qui en résulta, l'évolution devint une tâche encore plus lente et plus ardue. Les serres égyptiennes de la lignée originelle angélique, les Anu Melchizedek, au code génomique hybride, suite au pacte d'alliance prévoyant la réintégration d'une partie des Anunnaki dans l'alliance d'émeraude, et les Hébreux de la lignée Ibiru originelle étaient les gardiens de l'arche de l'Alliance et étaient autorisés à avoir la garde des technologies contenues dans l'arche permettant l'accès aux portes planétaires afin que leur connexion avec les civilisations de la Terre intérieure puisse rester ouverte. La Grande Pyramide et le Sphinx ont subi des dommages lors de l'inondation qui a suivi la chute de l'Atlantide, mais des parties de ces structures et d'autres sont restées intactes, et elles ont été à nouveau utilisées comme un centre autour duquel les cultures allaient se reconstruire. Les serfs égyptiens sont restés la lignée royale de la culture égyptienne, tandis que les vestiges des cultures lémuriennes et atlantes, ainsi que les cloîtres de Brénois et d'Urantrian, les Anu Melchizedek de la terre intérieure, les Ibirus, les Ariens, les Melchizedek et les races hébraïques peuplaient l'Égypte et divers autres endroits du globe. Les premières générations étaient préoccupées par les problèmes de survie et de développement des petits clans culturels, qui ont finalement conduit au développement d'ordres sociaux plus vastes. La culture égyptienne a reçu beaucoup d'aide de la part des races de la terre intérieure, car l'arche de l'Alliance était située dans les terres égyptiennes et la garde à la surface de ces passages et d'autres portails a été placée entre les mains des races en développement dans cette région. Pendant la retraite vers la terre intérieure, au moment de l'effondrement de l'Atlantide, un certain nombre des Templiers Anu, le groupe ayant fait défection de l'Alliance des Gardiens, étaient également entrés dans les territoires intérieurs. Les Templiers Anu étaient ceux nés dans la Sourace atlante égyptienne à travers la matrice haute Melchizedek, matrice donc avec la vocation de rédemption des Anu, qui se sont ensuite croisés avec des membres de la résistance Anunnaki, héritant de tout ou partie de la distorsion génétique de cette race extraterrestre. Les Templiers Anu se sont croisés avec de nombreuses races différentes au cours des générations qui ont suivi l'Atlantide, en particulier avec celles des lignées Anu Melchizedek et hébraïques originelles, c'est-à-dire les Ibirus Melchizedek, transmettant des concentrations de la distorsion génétique à travers les races angéliques Melchizedek. Les distorsions du credo des Templiers Anu s'étaient également infiltrées dans les sociétés de la Terre intérieure et leur orientation patriarcale, élitiste, sexiste et matérialiste commença à colorer les enseignements originaux au sein de certains groupes. Ces distorsions du credo devinrent apparentes dans l'évolution des cultures des surfaces, tout comme la progression de la distorsion génétique, ainsi que diverses autres anomalies créées par le croisement avec une variété de visiteurs interstellaires à l'époque de l'Atlantide. Les distorsions génétiques étaient une grande préoccupation pour les palédoriens et les races gardiennes, car si les déviations dans l'empreinte ADN devenaient trop nombreuses, l'empreinte originale des races serait perdue. Si suffisamment d'essences d'âme issues de la lignée avec des empreintes génétiques déviantes repassaient dans leur champ morphogénétique racial à la mort,
Ces déviations finiraient par remplacer les modèles originaux dans le champ morphogénétique de la race tout entière. Si le champ morphogénétique de la race issue de la sphère de l'Amenti se déréglait dans son modèle à 12 brins d'ADN, l'évolution du complexe d'ADN à 12 brins ne pourrait pas avoir lieu. Afin de préserver l'intégrité de la lignée génétique touranésiem humaine d'où nous dérivons, le Conseil syrien et les Élohim furent autorisés par la Confédération Ra à retirer certains parties du champ morphogénétique de la race de la sphère d'Amenti, afin que cette race racine ne soit pas déréglée par des déviations dans l'empreinte génétique. Les races retirées de l'Amenti passeraient par le champ morphogénétique planétaire d'Alcyone, et après la mort, l'essence de l'âme évoluerait en tant que conscience pendant un certain temps dans les champs de fréquence d'Alcyone, à travers lesquels les déviations génétiques de la lignée humaine pourraient être traitées avant que la conscience ne retourne dans la sphère d'Amenti, le passage obligé en vue d'une prochaine incarnation. Cette séparation des champs morphogénétiques est devenue connue sous le nom de sceau des Templiers. Selon les travaux d'Achayan Adin, le sceau templier et le sceau action templier sont importants dans le contexte des distorsions génétiques et énergétiques humaines. Ces sceaux sont décrits comme non naturels et non créés par la source. Ils sont liés aux Anunnaki géoviens qui auraient créé d'anciens implants dans les grilles de la Terre dont les humains héritent à la naissance. Le sceau templier et le sceau action templier impliquent la suppression de tons de base et d'harmoniques spécifiques de brins d'ADN, en particulier dans les sixième et septième dimensions. Par exemple, le sceau action templier implique la suppression du sixième ton de base du brin d'ADN numéro 2, du sixième harmonique du brin 4 et du deuxième harmonique du brin 5 dans le sixième dimension. Dans la septième dimension, il implique la suppression du sixième ton de base du premier, cinquième et sixième brin d'ADN. Cette configuration est associée au nombre 666, qui est considéré comme empêchant l'ascension et contribuant à la déconnexion de l'humanité des fréquences supérieures. Ces sauts sont considérés comme nuisibles car ils empêchent l'ascension, qui est intégrée dans le modèle ADN humain angélique originel. La suppression de ces sauts est considérée comme cruciale pour s'aligner sur sa véritable nature multidimensionnelle et parvenir à l'ascension. Les races portant cette configuration d'empreintes génétiques ont été exclues du champ morphogénétique de la sphère d'Amenti et redirigées vers l'évolution par l'intermédiaire d'Alcyone, avec l'intention de libérer un jour le sceau des Templiers et de réintégrer leur champ morphogénétique dans la sphère d'Amenti en vue de leur ascension. Les races portant la plus grande déviation génétique étaient celles des Templiers Anou, qui avaient été ensemencés par la matrice haute Melchizedek, et à travers elles, des plus grandes portions du cloître Melchizedek s'étaient désalignées avec l'empreinte ADN à 12 brins. Les Hébreux Melchizedek et les Anou Melchizedek portaient également les déviations génétiques excessives et ont donc été choisis pour le réalignement sur Alcyone, qui se trouve dans la constellation des Pléiades, l'étoile la plus brillante, la plus lumineuse. Il est important de noter que les déviations génétiques portées par ces groupes n'étaient pas inférieures ou mauvaises. Les déviations auraient simplement entraîné ces aspects de l'humanité sur une voie évolutive différente. Cela aurait finalement réorienté tout le cours de l'évolution humaine, et l'ADN original de Touranésium à 12 brins ne serait plus disponible pour la lignée humaine de la Terre. Le complexe à 12 brins est l'une des empreintes génétiques les plus élevées au sein de l'univers harmonique 1 et 2, car il permet une transmutation complète de la matière et peut incarner la conscience d'une âme supérieure à 12 dimensions lorsque les 12 brins sont pleinement activés. Très peu de formes biologiques possèdent ce potentiel. Les humains porteurs de la lignée des codes génétiques déviés ne sont en aucun cas inférieurs aux autres souches humaines. Et tant que des déviations excessives ne sont pas autorisées à altérer le champ morphogénétique original de l'Amenti, ces races ne constituent pas une menace pour la lignée humaine.
Les races gardiennes ont assuré l'intégrité de l'empreinte génétique humaine et ont également permis aux races déviant de cette empreinte de revenir et de s'élever à travers la sphère de la Ménti. Le champ morphogénétique hébreu a été réaligné et est rentré dans la sphère de la Ménti il y a environ 2000 ans, avec la naissance de l'homme qui est devenu connu sous le nom de Jésus-Christ. Et les Anu Melchizedek, les Templiers Anu, sont rentrés dans la Ménti il y a environ 3300 ans, avec la naissance du pharaon Akhenaton Amenophis IV. À l'heure actuelle, toutes vos races font partie du champ morphogénétique de la sphère de la Ménti, et vous êtes tous en train de guérir et d'assembler diverses configurations d'ADN. Toutes vos races, toutes nos races, bien que diversifiées en contenu génétique, ont une valeur égale et toutes, de par la conception de leur modèle morphogénétique, sont étroitement liées. La discrimination de race, de lignée génétique ou de couleur de peau est une notion aussi ridicule et sans fondement que la discrimination de genre. Ces deux idées nous ont été transmises à diverses périodes par différents groupes de visiteurs non terrestres, afin de manipuler l'évolution des races à leurs propres fins. Ces notions ont maintenu vos races et nos sexes en désaccord, en compétition, pour savoir qui est le meilleur ou le pire, alors qu'au contraire, le véritable pouvoir et la vraie beauté de race humaine résident dans leur unité qui permet la diversification. On a tous la même valeur et la même importance, et chacun d'entre nous apporte des caractéristiques et des dons uniques au patrimoine génétique humain. Après l'application du sceau des Templiers sur les champs morphogénétiques des Anous et des Hébreux, ces groupes reçurent des enseignements de la prêtrise d'Our dans la terre intérieure, qui leur conseillait de ne pas se croiser avec des membres d'autres races, afin de ne pas transmettre la configuration génétique du sceau des Templiers. Malheureusement, ces enseignements finirent par être déformés. La signification originale de l'interdiction du mélange interracial se perdit et les enseignements évoluèrent vers un credo élitiste de supériorité génétique parmi ces groupes. Cette attitude se perpétua au sein des races Anou et hébraïques et se développa plus tard en une discorde culturelle inutile entre ces deux lignées. La classe dirigeante des serfs égyptiennes et les familles ibéru originelles Arian et des cloîtres Melchizedek, qui constituaient la majorité des populations des nations égyptiennes, étaient concernées par ces discordes. Ces discordes interraciales exagéraient les conditions de compétition et de conquête déjà existantes entre les races. Et lorsque les salles de la Ménti furent ouvertes en 1374 avant Jésus-Christ, cette discorde interraciale s'avéra être un deuxième obstacle majeur à la préparation de la vague d'ascension massive qui a commencé à se produire en 2017 dans notre ère après Jésus-Christ et qui est toujours en cours. En raison des difficultés interraciales entre les majorités Anou Melchizedek et serfs égyptiennes, les salles de la Ménti furent à nouveau fermées et la préparation massive à l'ascension fut interrompue. Lorsque le sceau des Templiers furent appliqués en 8000 avant Jésus-Christ, la garde de l'arche de l'Alliance fut transférée des mains des Anu Melchizedek et des races hébraïques à la protection des serfs égyptiens et des Melchizedek originaux. Ce n'est par la sphère du cloître Melchizedek de la Ménti après que les champs morphogénétiques Anu et hébraïques eurent été supprimés. Auparavant, les quatre races partageaient les responsabilités et l'accessibilité de l'Arche de l'Alliance. Mais après le sceau des Templiers, seuls les Melchizedek et les serfs égyptiens furent autorisés à s'impliquer directement dans la prêtrise de la terre intérieure d'Our, dans la formation, maintint vivante la connaissance de l'Arche de l'Alliance au sein des cultures de surface. À partir de 8000 avant Jésus-Christ, les cultures se développèrent avec des plus grandes divisions raciales. Certains groupes quittèrent les zones qui devinrent connues sous le nom de Gizeh, s'intégrant dans d'autres bases culturelles le long du Nil, comme Thèbes et en Nubie. D'autres voyageant dans les territoires de ceux qui devinrent connus sous le nom de Jérusalem, et Sumer et Ur le long de l'Euphrate, se mélangeant avec les descendants des autres races racines et de leurs cloîtres respectifs. Les serfs égyptiens et les Melchizedek restèrent concentrés dans la région de Gizeh, où l'arche de l'Alliance entra dans la terre,
et continuèrent à construire leur civilisation avec des périodes de réussite tempérées par des périodes de digression. À l'apogée de l'Égypte prédynastique, suite à un afflux de cultures venues de diverses autres régions, les serfs égyptiens et les Melchizedek, sous la direction du sacerdoce dur, tentèrent de reconstruire les vestiges de la grande pyramide de Gizeh et du Sphinx, qui avaient été endommagés lors du déluge qui avait suivi l'engloutissement de l'Atlantide en 9958 avant Jésus-Christ. À l'aide de travaux manuels, la Grande Pyramide fut restaurée vers 5546 avant Jésus-Christ en tant que centre religieux par lequel l'Arc de l'Alliance fut fortifié et sécurisé, le portail connectant à Andromède. Mais la structure ne servait comme base de téléportation interstellaire en raison de l'inclinaison du pôle résultant du cataclysme Atlante et de la barrière de fréquence installée en 9540 avant Jésus-Christ. Le Sphinx fut reconstruit vers 5466 avant Jésus-Christ. Les contours des traits du visage de la structure furent modifiés pour rassembler davantage à l'apparence de la lignée des serfs égyptiennes, et les traits du visage qui étaient forts et exagérés des caractéristiques de la lignée Anunnaki. Les Anunnaki qui conçurent à l'origine la structure en 46 459 avant Jésus-Christ, date de la construction de la pyramide du Sphinx, furent remis donc de la construction. La forme du corps léonin resta en hommage aux dieux commémorés par la mythologie égyptienne, qui représentait des traces symboliques des souvenirs des anciennes affiliations Anunnaki avec les races léonines de l'univers harmonique numéro 2. Les premières périodes dynastiques de l'Égypte apparurent vers 3500 avant Jésus-Christ, portant une influence croissante d'afflux culturels en provenance de diverses autres régions. L'Arche de l'Alliance, la sphère de la Méhenti et les technologies contenues devinrent des secrets jalousement gardés, détenus dans les limites de certaines familles serfs égyptiennes et du cloître Melchizedek, avec lesquels les prêtres d'Our continuèrent à entretenir des contacts secrets. Et ça, c'est la fin de ce chapitre. Et en préparation du suivant, qui concerne donc deux volets, deux volumes, concernant l'autre histoire assez intense concernant l'avatar Akhenaton. Donc je vous dis à bientôt pour des nouvelles aventures.